Bonjour. Dans le cadre de l'ouvrage qui vous est proposé aujourd'hui, qui est lancé aujourd'hui, on m'a demandé de faire un portrait, en fait, plus spécifiquement, un portrait de la formation générale des jeunes. Qu'entend-on par formation générale des jeunes? La formation générale des jeunes au Québec comprend l'éducation préscolaire, l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire. Sont exclus de la formation générale des jeunes, l'éducation des adultes et la formation professionnelle, et sont exclus également en amont de la formation générale des jeunes, l'éducation que reçoivent les enfants dans les services de garde, dans les CPE. Donc, la formation générale des jeunes, c'est quand même un élément restreint dans le système éducatif, mais au-delà de ça, ça constitue les assises du système éducatif et il y a aujourd'hui plus d'1 million d'élèves qui vivent dans la formation générale des jeunes, en grande partie leur scolarité obligatoire. On m'a demandé de faire un portrait. J'ai brossé un portrait à partir des indicateurs qui étaient disponibles publiquement. Et lorsque cela était possible, j'ai fait quelques comparaisons canadiennes et internationales à partir des moyennes canadiennes et des moyennes de l'OCDE. Pourquoi faire ce portrait? Pour mieux saisir l'État, les particularités et certains défis de la formation générale des jeunes au Québec, en ce qui a trait au financement, en ce qui a trait à l'évolution d'effectifs scolaires, en ce qui a trait également à certains des résultats de ce système scolaire-là. Et ces éléments-là m'amènent à relever un certain nombre de défis auxquels est confrontée la formation générale des jeunes au Québec. Financement, on l'a souligné, la formation générale des jeunes, en fait, l'Éducation au Québec prend un quart du budget ou des dépenses budgétaires du Québec. Que fait-on avec ces ressources? C'est la question que je me suis posée en faisant un portrait. Je ne sais pas, on voit peut-être pas très bien ici. En fait, au Québec, les sommes destinées à l'enseignement, dans le budget 2017-2018, atteignent 17,9 milliards de dollars. C'est 22,3 % du budget de dépenses du Québec et ces dépenses sont en croissance depuis, donc on a une augmentation cette année de 3,7 % depuis 2016-2017. Ceci étant dit, où va cet argent? C'est une question qu'on peut avoir. Et par rapport à la formation générale des jeunes, où va cet argent-là? Donc, le gros du pactole des dépenses en éducation est destiné à l'éducation préscolaire, l'enseignement primaire et secondaire. Donc, près de 10 milliards de dollars des 17,9 est destiné à la formation générale des jeunes. 5,5 milliards est destiné à l'enseignement supérieur. Sur le 9,9 milliards, comment cela se répartit-il? En fait, à peu près 8 milliards, un peu plus de 8 milliards est destiné aux commissions scolaires, au financement des commissions scolaires, donc aux commissions scolaires de manière générale et aux commissions scolaires à statut particulier, qui sont en fait des commissions scolaires qui offrent des services aux populations autochtones et qui sont régies par la Convention de la baie James. Une grande partie aussi, presque 1 milliard, va au service des dettes des commissions scolaires. 493 millions est destiné à l'enseignement privé. 350 millions au transport scolaire et 30 millions est destiné à l'harmonisation de la méthode de comptabilisation. Je ne rentrerai pas là-dedans. C'est des changements qui ont eu lieu dans la méthode de comptabilité du gouvernement qui entraînent certaines dépenses, mais c'est peu important ici. Revenus et dépenses selon les réseaux. Où va cet argent et d'où vient cet argent et où va cet argent selon les réseaux? Donc, si on regarde le réseau public, par rapport aux revenus, 75 % du revenu vient du gouvernement du Québec et autre élément, 16,4 % vient de la taxe scolaire. Donc, il reste qu'un montant important des revenus des commissions scolaires provient de la taxe scolaire. On a un débat autour de la taxe scolaire présentement. Il faut faire attention dans ce débat-là parce que si on change les conditions de la taxe scolaire, on change les revenus et ça pourrait avoir des conséquences assez importantes. Donc, ça reste plus de 15 % du financement du système scolaire public. À peine, même pas 1 % vient de droits de scolarité et autres frais, et 7,9 % vient d'autres sources, principalement la vente et biens-services par les commissions scolaires. Au privé, 45,3 % des revenus viennent du gouvernement du Québec, 28,7 % des droits de scolarité et autres frais, et un peu plus d'un quart vient d'autres sources,
dont les dons, les revenus d'entreprises auxiliaires, des ententes de scolarisation avec des commissions scolaires, parce que ceux qui ne le savent pas, il y a des établissements d'enseignement privé, notamment d'adaptation scolaire, qui ont des ententes de scolarisation avec les commissions scolaires. Par rapport aux dépenses, dans les commissions scolaires, 48 sont destinés aux activités d'enseignement et de formation, 22 aux activités de soutien à l'enseignement et la formation, 10 aux services d'appoint, plus spécifiquement le transport scolaire, les services de garde et les services alimentaires, 4,4 aux activités administratives, 10,9 aux biens meubles et immeubles et 4,1 aux activités connexes. Si on compare au privé, 42,5 des activités vont des dépenses vont aux activités d'enseignement, un peu moins de 20 aux activités de soutien à l'enseignement et à la formation, 7,4 aux services d'appoint, le transport scolaire principalement et les services de garde, 13,7 aux activités administratives, donc un peu plus de dépenses vont aux activités administratives. C'est normal parce que les établissements d'enseignement privé n'ont pas les mêmes économies d'échelle que les commissions scolaires. 4,6 aux biens immeubles et 4,4 aux activités connexes. Quelques comparaisons internationales par rapport à l'effort financier qui est fait au Québec en éducation. La dépense globale exprimée en pourcentage du PIB pour l'enseignement primaire et secondaire au Québec, et là, c'est dépenses publiques et privées. Au Québec, 3,8 du PIB est destiné à un effort financier pour l'éducation. C'est un peu plus qu'au Canada, dont la moyenne canadienne est 3,5 et la moyenne, un peu plus que la moyenne de l'OCDE qui est 3,7. Dépenses annuelles par élève. Ici, au Québec, la dépense est un peu plus faible que la moyenne canadienne. Donc, au Québec, 10 213, au Canada, 10 583 et la moyenne de l'OCDE, 9 258. Ces montants-là sont exprimés en dollars US, convertis sur la base parité du pouvoir d'achat. Donc, on considère le pouvoir d'achat dans ces données-là. Par rapport au salaire des enseignants, qui est la principale dépense dans les systèmes éducatifs, un peu partout au Canada, au Québec et à l'échelle de l'OCDE, ce qu'on constate par rapport au salaire des enseignants au Québec, premièrement, entre le primaire, le secondaire premier cycle et le secondaire deuxième cycle, une particularité du Québec, c'est que c'est les mêmes salaires. Une échelle unique au Québec, primaire, secondaire, les mêmes salaires. Ce salaire-là va varier entre 32 262 et 57 785. Ceux qui connaissent les conventions collectives vont se demander de quoi je parle, mais c'est encore une fois, c'est des montants qui sont exprimés en dollars US convertis sur la base de la parité du pouvoir d'achat pour pouvoir faire des comparaisons internationales. Les données par rapport au Canada, ce qu'on constate, c'est que les enseignants, dans la moyenne canadienne, sont mieux rémunérés qu'au Québec, même quand on compare sur la base de la parité du pouvoir d'achat. Donc, au Canada, la moyenne est de 39 492 à 65 511 et on constate que le salaire va augmenter un peu pour le secondaire, le deuxième cycle du secondaire, à 39 558 à 65 800. Ces salaires-là sont plus élevés de manière générale que la moyenne de l'OCDE au Québec et au Canada, hormis un point qu'il faudrait mettre en lumière, c'est le salaire de départ rendu au secondaire deuxième cycle qui devient plus élevé dans la moyenne des pays de l'OCDE qu'au Québec. Et c'est présentement un des problèmes ou un des enjeux en discussion, le salaire de départ des enseignants au Québec, qui est relativement bas dans des perspectives comparatives avec ce qui est vécu ailleurs. Ce qui peut entraîner des problèmes de recrutement à long terme. Les enseignants québécois mettent 15 ans en moyenne pour passer de l'échelon minimum à l'échelon maximum. Cela va être au-dessus de la moyenne canadienne qui est 10 ans, mais bien en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE qui est de 25 ans. Donc, les Québécois, comparativement à la moyenne les enseignants québécois, comparativement à la moyenne de l'OCDE, arrivent plus rapidement au sommet de l'échelle salariale, mais moins rapidement que les enseignants en moyenne au Canada. Établissements dans le réseau rapidement au Québec, dans le nombre d'établissements au Québec au secteur public, 72 commissions scolaires, 60 francophones, 9 anglophones, 3 statuts particuliers, 1738 écoles primaires, 419 écoles secondaires, 193 écoles primaires. Il existe également au Québec un réseau gouvernemental. Qu'est-ce que le réseau gouvernemental? C'est un réseau géré
ou financé par le gouvernement fédéral, qui est destiné en grande partie aux élèves autochtones qui sont sur les réserves autochtones. Donc, une trentaine d'écoles dites gouvernementales, 11 primaires, 7 secondaires, 9 primaires secondaires, sont sous la responsabilité ou plutôt financées par le gouvernement fédéral et desservent les populations autochtones. Le privé, ce que l'on constate, 128 écoles primaires, 118 écoles secondaires et 63 écoles primaires et secondaires. Dès la distribution des établissements, on constate que le phénomène du privé est surtout un phénomène au niveau du secondaire. Plusieurs de ces établissements-là vont bénéficier d'un soutien gouvernemental, environ 2/3. La part du financement public représente près de 50% des sources, les écoles recevant 60% de la subvention qui sera attribuée à l'élève du public. Une dizaine de ces écoles sont spécialisées en adaptation scolaire et une soixantaine vont être qualifiées d'ethno-religieuses ou d'ethno-spécifiques, c'est-à-dire qu'elles vont avoir un projet pédagogique qui va être de nature religieuse ou ethnique. Plus particulièrement, plus nombreuses sont les écoles juives qui sont les plus connues dans cette catégorie-là, mais il y a également des écoles grecques, par exemple, qui existent dans ce type de catégorie d'écoles privées. L'effectif général au Québec, bonne nouvelle, après plusieurs années de décroissance, je commence à avoir des jeunes au Québec, donc on commence à avoir une croissance dans l'effectif scolaire en formation générale des jeunes. Donc, en 2015-2016, le système éducatif québécois dénombrait plus d'1 million d'élèves. Après plusieurs années de décroissance, ce nombre est à la hausse depuis 2013-2014, mais la hausse est essentiellement issue de la croissance de l'effectif au préscolaire et au primaire. Au secondaire, l'effectif est encore à la baisse depuis 2005-2006, mais la croissance qui se vit au préscolaire et au primaire va bien entendu se répercuter au secondaire assez bientôt. Effectif selon les réseaux. En 2015-2016, le réseau public comptait 890 656 élèves. Parmi ces élèves, un peu plus de 100 000 étaient au préscolaire, près de 500 000 au primaire et un peu plus de 300 000 au secondaire. De son côté, le réseau privé comptait 121 236 élèves en formation générale des jeunes, ce qui représentait 12,5 des élèves inscrits en formation générale des jeunes qui étaient au secteur privé. Un peu plus de 5 000 au préscolaire, ce qui représente 4,7 de l'effectif, 33 211 au primaire, 6,5 de l'effectif, et 83 000 au secondaire, ce qui représente 21 de l'effectif. Depuis 2005-2006, le taux de fréquentation du privé est en légère croissance au primaire et en croissance plus marquée au secondaire, de 17,7 à 21 Vous n'êtes pas sans savoir probablement, parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans les médias, que c'est le plus haut taux de fréquentation du privé au secondaire au Canada. C'est en grande partie aussi associé au fait que c'est au Québec qu'on finance le mieux les écoles privées au Canada. Et cet élément n'est pas sans susciter d'importants débats duquel la société québécoise semble avoir de la difficulté à sortir. Donc, il y a un débat qui est lancinant et dont on n'arrive pas à dégager de consensus à ce jour. Il y a dans la fréquentation du privé des différences régionales extrêmement marquées parce que ça va de zéro. Il y a plusieurs régions où il n'y a pas d'offre de privé au Québec, à près de 40 de fréquentation sur le territoire de certaines commissions scolaires montréalaises et au-delà de 30 dans la couronne montréalaise, dans la région de Québec et dans la région de Sherbrooke, dans l'Estrie. Résultat, rapidement, le taux de diplomation et de qualification, on y reviendra. Pour la cohorte 2008, en fait, les taux de manière générale de diplomation au Québec sont en croissance. Mais il faut discuter de cette croissance-là. Après 7 ans, qui est la donnée qui est la plus souvent utilisée par le ministère de l'Éducation, le taux de diplomation et de qualification pour la cohorte de 2008 était de 78,8 83,9 pour les femmes, 73,8 pour les hommes. Mais si on regarde après 5 ans, qui est la durée normale des études, c'est 65,9, ce qui est vraiment beaucoup moins élevé. Donc, il y a une augmentation depuis la cohorte de 2003, qui était à 72,3 après 7 ans, mais cette augmentation est en grande partie due à l'apparition de nouvelles qualifications dans le système qui sont incluses dans le calcul,
dont le certificat de formation des métiers semi-spécialisés, le certificat de formation de préparation au travail, qui sont des certificats, grosso modo, de premier cycle du secondaire, mais qui sont inclus dans le calcul du taux de diplomation, ce qui a contribué à la hausse du taux de diplomation depuis quelques années et qui explique, selon le ministère même, en grande partie la hausse qui est observée depuis 2003. On constate évidemment des différences entre les sexes, toujours à la faveur des femmes, différences entre les réseaux à la faveur, bien entendu, du privé, vous le savez déjà. On regarde les données du privé, 87,4 après 5 ans, 93,3 après 7 ans pour la cohorte de 2008. Il y a une petite différence de 5 entre les hommes et les femmes, même au privé, mais c'est quand même beaucoup plus élevé que pour les élèves du public, qui sont à 60,1 après 5 ans et 74,9 après 7 ans. Évidemment, une des réalités qui explique cela, c'est que le public assume une grande partie de la tâche de la formation des élèves HDA, handicapés en difficulté d'adaptation et d'apprentissage, dont les taux de diplomation sont beaucoup moins élevés. Donc, ça explique en grande partie cette différence entre les deux réseaux. Différence également sur le plan de la langue d'enseignement à la faveur des anglophones, les anglophones ayant des taux de diplomation plus élevés que les francophones. Quelques comparaisons internationales. Le taux d'obtention d'un diplôme de fin d'études secondaires, tous âges confondus, qui n'est pas tout à fait la même donnée, le même indicateur, au Québec est particulièrement élevé, ce qui témoigne de la capacité du système québécois à récupérer les décrocheurs sur le long terme pour qu'on atteigne des taux de diplomation assez élevés quand on analyse tous âges confondus. Le Québec est à 95 d'obtention d'un diplôme de fin d'études secondaires, alors que la donnée pour le Canada est à 86 la moyenne canadienne, et la donnée pour l'OCDE est à 85. Écart de 7 points entre les hommes et les femmes, ce qui est supérieur au Québec que ce qu'on observe dans la moyenne canadienne et l'OCDE, qui est de 5 points. Mais ce taux-là descend si on regarde la proportion de diplômés de moins de 25 ans, où au Québec, on tombe en bas de la moyenne canadienne avec 82 et la moyenne canadienne étant de 94 et la moyenne de l'OCDE étant de 95. Donc, encore une grande partie de l'obtention du taux de diplomation au Québec se fait même après 25 ans. Donc, le système récupère longtemps les décrocheurs au Québec. Et cette donnée est encore plus flagrante quand on regarde le taux d'achèvement réussi d'un diplôme dans les délais prévus, où là, la donnée au Québec, qui ne comprend cependant pas les élèves qui sont au privé, est à 62 alors qu'elle est à 76 au Canada, ce qui est un écart, et on présente un écart de 14 points au Québec entre les hommes. Donc, 55 des hommes au Québec atteignent leur diplôme dans les délais prévus, ce qui est extrêmement bas. Extrêmement bas, mais ce qui était vraiment plus bas que ce qu'on observe au Canada. Et on observe également un écart entre les femmes et les hommes qui est assez important, 14 points. Décrochage scolaire, qui est un peu l'inverse de la diplomation. Le décrochage a beaucoup diminué au Québec depuis la fin des années 70. Il reste qu'en 2013-2014, il y a encore 14,1 des élèves qui décrochent sans diplôme ou qualification. Cette proportion est plus élevée chez les jeunes hommes que chez les jeunes femmes, à 17,4 plutôt qu'à 11 Et cependant, comme on l'a vu dans les dernières données, si beaucoup de jeunes décrochent, plusieurs d'entre eux vont raccrocher par la suite, mais ce décrochage-là est une préoccupation majeure au Québec. Et la société québécoise essaie de réagir à cet événement-là parce qu'on questionne beaucoup le coût de ce jeu-là de décrochage, raccrochage par la suite. M. Fortin a publié très récemment un billet dans l'actualité qui faisait des analyses du coût de ce décrochage-là.
Qui sont les élèves les plus vulnérables au décrochage? Les élèves qui ont un retard scolaire, donc qui ont doublé une année en grande partie, sont ceux qui sont les plus susceptibles de décrocher avec un taux de 40,9 %. Les élèves HDA, donc handicapés en difficulté d'adaptation et d'apprentissage, ont un taux d'abandon de 35,9 %. Les élèves immigrants de première génération, on va y revenir plus tard parce que le portrait est beaucoup plus complexe que ça, vont décrocher à 28,8 %. Les élèves provenant des milieux défavorisés, 21,1 %. Et ceux qui décrochent le plus, les élèves des commissions scolaires à statut particulier, qui sont les plus enclins à décrocher, à 68,4 %, ce sont les élèves qui sont issus des communautés autochtones en grande partie, qui sont ceux qui sont le plus à risque au niveau du décrochage scolaire. Les données de rendement de PISA. Dans les trois domaines visés, quand on regarde les données de rendement du PISA 2015, dans les trois domaines visés, en sciences, en lecture et en mathématiques, les élèves québécois réussissent très bien, tant à l'échelle internationale qu'au regard de la moyenne canadienne. Les scores moyens des élèves québécois, malgré les gains qui sont observés, n'étaient cependant pas significativement différents par rapport aux scores observés dans les années de référence précédentes. C'est important de noter ça parce qu'on a souligné cette année, en fait, pour cette année, lors de la publication des résultats de PISA 2015, qu'il y aurait dans l'échantillon québécois du PISA 2015 un problème, un biais d'échantillonnage qui serait à la faveur des élèves du privé. Donc, il y aurait plus d'élèves du privé que dans la moyenne québécoise nationale, ce qui pourrait amener à la hausse les résultats québécois. Cet élément de biais serait lié au fait que des directions québécoises ont boycotté l'enquête PISA au Québec lors de la passation. Et à cet effet, des analyses plus poussées vont devoir être faites afin de déterminer plus en détail l'effet de ce biais possible sur les résultats des élèves québécois. Cependant, quand on analyse les résultats québécois par rapport aux années de référence précédentes, on constate que les résultats ne sont pas significativement différents des résultats qui ont été obtenus dans les années précédentes, dans les années de référence. Ce qui souligne le fait que peut-être que ces biais-là n'étaient pas aussi importants qu'on pouvait l'entendre. Mais il faut analyser plus en profondeur ces biais-là. Les élèves québécois en sciences dans le PISA 2015 ont obtenu un score de 537 qui était plus élevé que le score moyen des élèves canadiens. Plus performants, parmi les plus performants au monde derrière Singapour, le Japon, et au Canada derrière la Colombie-Britannique et l'Alberta. Mais les derniers écarts entre Colombie-Britannique et l'Alberta n'étaient pas significatifs. C'est ça qu'il faut faire attention, c'est qu'il peut y avoir des écarts de score, mais ces écarts de score peuvent ne pas être significatifs au point de vue statistique. En lecture, 5 minutes. En lecture, les élèves québécois ont eu un score plus élevé que le score moyen des élèves canadiens. Mais cette différence-là n'est pas significative. Ça plaçait parmi, encore une fois, les plus performants au monde derrière les élèves de Singapour et au Canada derrière les élèves de Colombie-Britannique et d'Alberta, les écarts n'étant pas significatifs entre ces derniers-là, Colombie-Britannique et Alberta. Au Québec, comme au Canada, les filles réussissent mieux que les garçons en lecture. Et en mathématiques, finalement, les élèves québécois ont reçu un score qui était, encore une fois, plus significatif que le score moyen des élèves canadiens. Encore une fois, il était parmi les plus performants au monde, derrière les élèves de Singapour et de Hong Kong. Et au Québec comme au Canada, les garçons ont eu un score plus significativement élevé que les filles en mathématiques. Quelques défis, quelques phénomènes à surveiller. Deux phénomènes à surveiller dans le système scolaire québécois. L'intégration des élèves HDA et la croissance du nombre d'élèves HDA est un phénomène à surveiller de près au Québec. De 2009-2010 à 2013-2014, le nombre d'élèves HDA a augmenté de 13 % au Québec et représente aujourd'hui près de 20 % de l'effectif des élèves dans la formation générale des jeunes. L'augmentation a été soulevée par plusieurs observateurs. Tout le monde dit que ça augmente, mais quand on leur demande pourquoi ça augmente, les explications restent spéculatives. On souligne des facteurs environnementaux, des phénomènes génétiques, les naissances prématurées. On souligne la disponibilité et le raffinement des outils de diagnostic, l'effet de la formule de financement qui pourrait entraîner le fait que les commissions scolaires fassent plus de déclarations, mais on n'a pas de données précises sur le rapport de ces variables-là sur cette augmentation. Là, il faut creuser cette chose-là pour mieux comprendre le phénomène.
Le nombre et la proportion d'élèves HDA intégrés en classe ordinaire sont également en croissance. Il y en a plus, ils sont de plus en plus intégrés dans la classe ordinaire. Ça reflète les orientations de la politique d'adaptation scolaire au Québec, mais ça suscite quand même une controverse, notamment auprès des enseignants qui se plaignent de la manière cavalière dont est faite cette intégration-là dans la classe ordinaire. Et ça a aussi d'autres effets pervers, cette intégration-là, qu'on va voir dans l'autre phénomène qui est observé, l'émergence des programmes particuliers. Au Québec, il y a une augmentation de la proportion d'élèves inscrits à un programme particulier au secondaire, qui est passé de 15,5 à 18 de l'effectif en 2013-2015. Donc, c'est près de 20 de l'effectif scolaire québécois qui est dans un programme particulier au secondaire. Et au primaire, si le phénomène est plus restreint, il est en forte croissance. C'est-à-dire que le nombre d'élèves dans un de ces programmes-là est passé de près de 17 000 à 26 162, donc de 4,4 de l'effectif. C'est une croissance de plus de 50 Donc, au primaire, le phénomène est en forte croissance et au secondaire, le phénomène est très, très présent. Les effets combinés de l'existence du réseau privé, des programmes particuliers sélectifs dans les écoles publiques, en parallèle avec le phénomène d'intégration des élèves HDA, va contribuer, selon certains chercheurs, au déséquilibre de la composition des groupes de la classe ordinaire. Et ce déséquilibre-là fait craindre à beaucoup d'observateurs qu'il est en train d'émerger au Québec un système à 3 vitesses où il y a le réseau privé, les programmes particuliers ont enrichi l'école publique et le programme ordinaire de l'école publique, ce qui amène à une certaine stratification de l'effectif scolaire au Québec, avec des résultats, bien entendu, fort différents selon ces strates. Population vulnérable à observer les élèves issus de l'immigration récente. J'ai souligné tantôt que c'était une des clientèles vulnérables, mais il y a un profil, il y a des particularités là-dedans. Il faut analyser ce que fait Marie McAndrew et son équipe avec les cohortes de 98 et 99, qui ont observé que, oui, les élèves issus de l'immigration récente ont un taux inférieur à celui des élèves de troisième génération. Donc, les élèves issus de l'immigration récente, ce sont les élèves de première génération, ceux qui arrivent ici, qui sont pas nés ici, et ceux qui sont, et intégrés à ça, les élèves de deuxième génération, ceux qui sont nés de parents venus d'ailleurs. Ce taux-là inférieur, cependant, cache des différences selon la génération, la langue et la langue d'origine. Pour les élèves de première génération, le taux est effectivement beaucoup plus bas que le taux général des élèves de troisième génération et plus. Mais pour les élèves de deuxième génération, il est plus élevé que le taux de diplomation des élèves de troisième génération et plus. Donc, les élèves de deuxième génération issus de l'immigration performent plus que le reste des Québécois qui ne sont pas issus de l'immigration récente. Ceux qui ont le français comme langue maternelle ou langue d'usage présentent un taux de diplomation plus élevé que ceux qui ont une langue comme langue Ceux qui ont le français comme langue maternelle ou langue d'usage ont des meilleurs résultats que ceux qui n'ont pas le français comme langue maternelle ou comme langue d'usage. Et finalement, il y a des différences selon le lieu d'origine. Les élèves provenant de l'Asie de l'Est, de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud-Est et de l'Europe de l'Est vont présenter des taux de diplomation plus élevés que les élèves de troisième génération et plus, alors que les élèves provenant des Antilles et d'Afrique subsaharienne, de l'Amérique centrale et du Sud et de l'Asie du Sud présentent des taux de diplomation moins élevés que les élèves de troisième génération. Ces données-là ont été calculées à partir des cohortes de 98 et 99, donc ce portrait-là est à refaire. Ça commence à dater ces données-là, mais elles présentent un portrait qui est plus précis que de dire que les élèves issus de l'immigration ont des difficultés. Non, il y a plusieurs profils, il faut les analyser en profondeur pour avoir un portrait plus clair de la situation. Les élèves autochtones, du moins ceux des commissions scolaires CRI et CATIVIC, pour lesquels les données sont disponibles. Et ça, c'est un grand problème. Les données ne sont pas disponibles sur les élèves autochtones, en partie parce que les élèves qui sont issus des écoles gouvernementales, donc sous la gestion du gouvernement fédéral et des réserves, ne sont pas tenus de donner leurs données au gouvernement du Québec. Donc, les données qu'on a disponibles là-dessus sont plus ou moins fiables. Et ce qu'on a comme données, c'est pour les commissions scolaires CRI et CATIVIC, qui sont financées par le gouvernement du Québec. Ces élèves-là accusent davantage de retard scolaire et obtiennent dans une plus faible proportion un diplôme ou une qualification que les élèves du reste du Québec. Le taux de diplomation et de qualification après 7 ans pour les cohortes 2008 était de 26,1 %. Taux de diplomation
26,1 % pour la commission scolaire CRI, 18 % pour la commission scolaire catholique, alors qu'il est de 78,8 % pour le reste du Québec. Là. Donc, il y a un grave problème de diplomation au sein des élèves issus des élèves autochtones. Conclusion, l'effort financier au Québec est généralement comparable à ce qui s'observe ailleurs. Après plusieurs années de décroissance, l'effectif scolaire est à la hausse. La proportion d'élèves inscrits dans le réseau privé est en croissance, particulièrement au secondaire et en milieu urbain. Elle est nettement supérieure à celle observée ailleurs au Canada et le financement de cette école-là fait l'objet d'un débat récurrent, lancinant, duquel on a de la difficulté à dégager comme société un consensus clair. Mais il faut réfléchir à cet élément-là. On va revenir. Le taux de diplomation est à la hausse au Québec, mais les disparités importantes vont persister entre les hommes et les femmes, entre le réseau public et le réseau privé, entre les différentes régions et entre les écoles francophones et anglophones. Plusieurs populations d'élèves restent vulnérables au décrochage, les Autochtones, les gens avec un retard scolaire, les HDA, les élèves issus d'immigration récente et les élèves des milieux défavorisés. Mais de manière générale, le Québec n'a pas nécessairement à rougir de ses résultats. Taux de diplomation relativement élevé dans le temps, parce que le système québécois récupère beaucoup d'élèves décrocheurs. Et les résultats des élèves québécois sont relativement stables à PISA et les élèves y sont assez performants. Il y a cependant, et il faut le souligner, un paradoxe entre le rendement relativement élevé des élèves québécois à PISA et le taux de diplomation dans les délais prévus qui, lui, est, disons, à retravailler. Pourquoi? Pourquoi ce paradoxe? Pourquoi nos élèves performent à PISA, mais qu'en bout de ligne, à diplomation, on a de la difficulté? Je crois qu'il y a des questionnements à avoir là-dessus. Il faut creuser cette question-là et faire des comparaisons à résultats PISA équivalents. Quel est le parcours de nos jeunes par rapport aux jeunes ontariens qui ont un meilleur taux de diplomation? Pourquoi ce phénomène-là? Plusieurs des politiques en éducation sont en fin de cycle, notamment la politique d'adaptation scolaire, la politique d'éducation interculturelle, et plusieurs aspects de la formation générale des jeunes sont appelés à connaître des changements importants. À cet effet, le gouvernement a adopté, le ministre de l'Éducation, une nouvelle politique de la réussite éducative au début de l'été 2010 qui annonce 3 chantiers, 3 stratégies, 4 plans d'action, 2 tables de concertation. Donc, une politique, mais qui lance beaucoup de réflexions vers l'avenir. Et ça, après d'un an des élections. Ça, c'est particulier. Dans ce nouveau cycle de politique qui est annoncé par tout ce travail-là, il faut réussir à concilier, d'un côté, une logique de démocratisation qui est bien ancrée dans l'ADN du système éducatif québécois et dont on en voit les résultats. La récupération d'une grande partie de ces décrocheurs-là est construite sur le fait que notre système éducatif est accessible à tous, peu importe l'âge, peu importe notre parcours. C'est important, c'est dans notre ADN. Et de l'autre, une logique de rendement et d'excellence qui questionne l'efficacité de notre système, dans certaines mesures à bon escient, mais et aussi qui questionne la réponse de notre système éducatif aux besoins exprimés par les parents, les élèves, et dont on voit également des traces dans la multiplication des projets pédagogiques particuliers, le choix scolaire qui est intégré et qui répond à des besoins qui sont exprimés par la population, mais qui laisse entrevoir cependant certaines dérives qui sont présentes ou que l'on voit à travers la stratification scolaire qui se dégage en partie de l'initiative qui découle des initiatives de cette logique. Sur ce, je vous remercie. Je m'excuse si j'ai pris plus de temps.